En Nouvelle-Calédonie, nous sommes aux antipodes de la France et avons le plus grand lagon fermé du monde. De nombreux touristes viennent plonger en bouteilles et PMT. Les pêches à pied, à la ligne et au fusil sous-marin font partie du quotidien des habitants et les histoires de requins appartiennent au folklore local. Aux alentours de 16 h, un touriste australien de 59 ans a été attaqué par un requin à environ 150 mètres de la plage. Il s'agit de la 3e attaque de squale en l'espace de 3 semaines dans la même zone. En plus de la campagne d'abattage et le recours au drone pour repérer les requins, la mairie de Nouméa a prononcé la fermeture à la baignade et aux activités nautiques des plages du Château Royal, de Lansvata, de la baie des Citrons, de l'île aux Canards, du coin du beach, de Magenta, ainsi que de la baie de Sainte-Marie, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Dans le lagon vivent 2 des espèces les plus dangereuses pour l'homme, les requins tigres et bulldogs. Statistiquement, le risque d'une attaque de requin est peu élevé. Et les habitants de l'île connaissent les règles de sécurité. Pas de baignade au lever et coucher du soleil quand l'eau est trouble et après de fortes pluies. Mais ces dernières années, le nombre d'attaques a augmenté, provoquant la colère des habitants et distillant la peur aux touristes voulant se baigner dans notre paradis. Je vous le disais en titre, les autorités ont retrouvé des restes d'humains dans le ventre d'un requin bulldog de près de 2,90 m. Il pourrait correspondre à la victime de l'attaque survenue dimanche à Nouméa. Les études médico-légales sont en cours selon le parquet qui déplore la diffusion de photographies irrespectueuses sur les réseaux sociaux. Philippe Tirard plonge depuis plus de 30 ans avec les requins en Nouvelle-Calédonie. Sa passion l'a conduit à l'écriture d'un livre et à réaliser des autopsies sur les attaques de requins ayant blessé des humains. Alors le requin tigre, c'est un requin qui est relativement abondant depuis peu en Nouvelle-Calédonie. Moi je me rappelle au début, on avait toutes les peines du monde à en voir, même au début on en pêchait, même pour l'IRD. Et pas spécialement des requins tigres, mais des requins. On se servait de leur viande pour appâter des casiers profonds, pour faire des expériences. Et on attrapait très peu de requins tigres. Si on en attrapait un tous les 2-3 mois, c'était le bout du monde, quoi. Alors que maintenant, il paraît, on n'a pas de données exactes, mais il y en a énormément, quoi, devant Nouméa. Ah, le tigre, c'est un requin qui peut manger n'importe quoi. D'ailleurs, on dit que c'est un charognard opportuniste qui exploite tout son environnement. Il se nourrit d'oiseaux, de serpents en majorité. On en retrouve toujours dans les contenus stomacaux. Même dans le dent de la mer, il y avait une plaque d'immatriculation. C'est pas impossible, il mange à peu près tout ce qu'il trouve. Le requin bulldog était peut-être un peu plus sélectif. Et aussi, tous les deux se nourrissent d'autres requins. Là, le coup de dent qu'il a s'occupe, tout fait. Ils sont placés en haut de la chaîne alimentaire, mais il y a des requins qui font partie de leur menu. Claude Maillot travaille comme médecin légiste sur les morsures de requins. En étroite collaboration avec Philippe Tirard, ils ont réalisé des études statistiques sur les attaques en Nouvelle-Calédonie. Nous avons colligé depuis 1958 67 attaques de requins en Nouvelle-Calédonie jusqu'à 2020. C'est l'objet de notre dernier article. On en serait à 72 aujourd'hui, avec 13 cas d'attaque mortelles. Donc on a comme principal responsable d'attaque d'abord le requin tigre. On a recensé 20 attaques, dont 8 mortelles. Et le requin bulldog arrive derrière avec 14 attaques, dont 2 mortelles. Ce qu'on note, c'est qu'il y a une augmentation du nombre d'attaques de requins en Nouvelle-Calédonie au fil des années, avec une augmentation très significative. On est à un doublement du nombre d'attaques entre les 20 dernières années du XXe siècle et les 20 premières années du XXIe siècle. Le requin bulldog est de nature côtière. Pour traverser les océans, il suit les gros cargos et bateaux de luxe qui rejettent leurs déchets à la mer.
À Nouméa, il a élu domicile dans les eaux du port autonome. La baie, bien que pleine de scories, a longtemps servi de zone de nettoyage pour les cales des bateaux de pêche. Charognard opportuniste pouvant dépasser les 4 mètres de long, il est capable de remonter en eau douce sur des centaines de kilomètres en adaptant son métabolisme. Requin bulldog. Taille maximum, 4 mètres. Poids maximum, 315 kg. Secteur, côtier, eau salée à douce. Style d'attaque, en eau trouble, vit en petits groupes, opportuniste. Le tigre est un grand migrateur solitaire. Tout au long de sa vie, il parcourt des milliers de kilomètres. À ce jour, on sait qu'il reste fidèle à son océan. On le reconnaît facilement grâce à ses rayures sur le dos. Elles lui permettent de se camoufler dans les différents milieux marins. Requin tigre, taille maximum, 7,50 m. Poids maximum, 807 kg. Secteur, pélagique et côtier. Style d'attaque, furtif. Tout spécimen supérieur à 3 mètres est une femelle. Elle a une période de gestation d'environ 1 an et fait entre 10 et 80 petits par portée. Pour le peuple kanak, le requin est un animal totem qu'il faut respecter. Une incarnation de l'esprit des ancêtres venus nous rendre visite. Si un requin nous attaque, c'est pour nous punir d'un mauvais comportement. Au nord de Lifou, il y a un platier où l'on organise des sorties de plongée. La possibilité de croiser des requins est élevée pour la joie des touristes. Je dirais qu'il faut peut-être poser la question au requin, pourquoi il choisit l'endroit. Mais à mon humble avis, il y a souvent des endroits qui s'y prêtent parce qu'il y a la tranquillité des eaux, c'est-à-dire à l'intérieur d'un platier. C'est ce qui se présente là-bas dans la réserve naturelle. Il y a un platier d'une distance de 80 mètres. Et à l'intérieur de tout ça, il y a à manger. Donc les bébés requins, ils viennent dès qu'ils sont mis bas, eh bien, ils se baladent des allers-retours, ils mangent jusqu'à qu'ils vont prendre assez de force pour sortir de là et continuer son périple. Peut-être très près, il y en a des sédentaires, il y en a qui font le voyage en suivant le courant et revenir après pour mettre bas dans des endroits qu'on appelle leur cervelle. L'endroit le plus fragile chez un requin est le ventre. Dans ce monde où les déplacements s'effectuent sans gravité, il aime nager au fond de l'eau pour se prévenir d'éventuelles attaques. On a tendance à dire qu'à ce moment-là, il est en domination. Bien qu'il y ait des attaques en Nouvelle-Calédonie, les hommes vivent avec cette fatalité. Certains endroits sont célèbres pour la présence des requins, d'autres pour leur absence. En 2016, à Poé, un accident change la donne. Le lagon si familial de Poé a été le théâtre d'un drame samedi. Une sexagénaire a succombé à une attaque de requin-tigre dans moins d'1,50 m d'eau. La baignade et les activités nautiques sont interdites. Agathe, vétérinaire à Moindou, a été impliquée dans les événements qui en ont découlé. Depuis cet accident tragique, elle fait partie de l'équipe de sapeurs-pompiers ayant traqué et pêché le requin. Quand il y a eu l'accident à Bourail, j'étais vétérinaire sapeur-pompier. Donc du coup, forcément, ils ont fait appel à moi, les sapeurs-pompiers, dans le cadre de leur intervention. Et le fait d'avoir un veto, ça donnait aussi et une caution scientifique et une caution sur le bien-être animal. Ça fait partie de nos missions, justement, de tout ce qui est environnement et protection des personnes et sanitaires. Le capitaine des pompiers, Laurent Thomas, était en charge des actions de pêche visant à préserver la sécurité des habitants. Tous deux ont participé aux premières actions de pêche et balisage de requins dans le lagon calédonien. Alors, un petit peu avant la fin d'année 2016, on a eu beaucoup de signalements de kitesurfeurs, de héliplanchistes,
voire même de plaisanciers, qui nous faisaient remonter comme quoi il y avait de plus en plus de requins-tigres qui avaient été observés dans le premier et dans le deuxième lagon, sans y prêter plus attention que ça. Lorsque l'incident est survenu, on avait un témoin qui a sorti Madame Malignon et qui nous a expliqué très clairement quel était le comportement du requin et surtout une caractéristique bien précise, c'est qu'il avait une tache. Donc c'était pas un grand requin et il avait une tache très claire sur l'arrière de la queue. C'est dans ce coin-là qu'il y a eu l'accident de 2016, un peu plus par là-bas. Pareil, pas très loin du bord. Et on était tous atterrés parce que dans Poé, c'était un peu une piscine naturelle, donc jamais on aurait imaginé qu'il pouvait y avoir un accident mortel à Poé, même déjà ne serait-ce qu'une attaque ou un accident. On a proposé à la province sud de réaliser une campagne de prélèvement, donc sachant qu'on est dans une réserve et que c'est un espace qui est protégé. Donc c'est un prélèvement sans euthanasie, et l'idée c'était de pouvoir faire de la biométrie et ensuite de les baguer et de les déplacer, voilà, pour voir si la pression de pêche allait avoir une influence sur le fait qu'ils reviennent ou pas. Mais on n'était pas du tout préparés. Moi, je me souviens, j'avais ma tenue F1 qui est une tenue terrestre, qui n'était pas du tout adaptée pour être la journée dans un bateau, par exemple, au départ. Maintenant, tu as une tenue lycra, short. Regarde. Agathe est généreuse et Céline est Céline est au taquet, on va pas la... Au taquet, c'est habillé en blanc. À l'époque, c'était vraiment pareil. Je me souviens, le matin, on arrive, on était tous un peu... on savait pas trop ce qu'on allait faire, on savait pas trop comment ça allait se passer. Mikaï savait pêcher, mais pêcher un poisson, mais sans le faire mourir, enfin, toi, le maintenir en vie, etc. Il est pêcheur. Laurent Vigliola, et c'était un peu, il va nous apporter la science. Et lui, il nous a dit, mais non. Lui, il travaillait sur des requins de récif, il travaillait pas sur des animaux de 3 mètres qui potentiellement étaient aussi dangereux. Il avait fait faire un harnais à une taille spéciale parce que le harnais, ils manipulaient pas, ils n'avaient pas besoin d'un harnais aussi grand pour des requins de cette taille-là. Donc on était tous un petit peu, bon, ça va se passer comment on va prendre nos marques, comment on va y arriver. Et puis on a démarré, et puis on a fait le premier, et puis ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'accident, on a réussi à bien la transporter, à bien l'identifier, faire les prélèvements. Et puis après, petit à petit, on a trouvé notre technique, notre routine, les moments où ça marchait le mieux, les moments où on arrivait le plus à en capturer. Et après, ça s'est fait. Mais au départ, c'est vrai que c'était vraiment de l'amateurisme. C'était tout neuf, quoi. Personne ne savait comment gérer la chose. Donc à partir de là, on a pris à 3 reprises un requin femelle juvénile qui correspondait en tout point au signalement qui nous avait été fait le jour de l'attaque. En fait, on l'avait bagué sur la première campagne, donc qui avait eu lieu entre mars et juin. On l'avait capturé, et on l'avait capturé très tard. Il avait été très compliqué à manipuler, dangereux. Je me souviens, il avait cassé l'hameçon. L'hameçon, c'était le capitaine Thomas qui avait failli le prendre dans l'œil. Bon, là, à force, il s'est tellement débattu que, effectivement, moi, j'étais sur l'avant. Et l'hameçon, tout le bas de ligne est reparti. Je l'ai pris sur le front. Ouais. Donc, on a évité l'accident. Les conditions avaient fait qu'on n'avait pas pu le relâcher complètement à l'extérieur. On était quasiment à la passe, mais pas tout à fait. Aussi loin d'habitude, on reprendrait dans la passe et on allait au loin de la passe. Là, on n'avait pu le lâcher que dans la passe. Vraiment un requin compliqué. Et au mois de novembre, l'année d'après, signalement, un requin qui correspondait exactement à la description du témoin avait fait de l'animal qui avait attaqué, qui avait été responsable de l'accident mortel et qui répondait longueur, couleur. Et c'était un animal qui était vraiment au bord. Et qui avait plutôt une attitude qu'on aurait pu assimiler une attitude de chasse, assez de prédation. Nous avons eu l'autorisation de l'euthanasier, et après autopsie, et après comparaison de la mâchoire, il s'avère que c'était le même individu. Ouais, quand on a fait l'euthanasie du premier tigre, j'appréhendais énormément parce que c'est la première fois que j'allais euthanasier un requin, surtout un requin de quasiment 3 mètres. Donc c'était un peu compliqué, quel protocole, comment, voie d'accès, etc. Pour moi, c'était une première. Et en fait, une fois sur le bateau, on l'a mis en catalepsie, sur le dos. Et en fait, ça a été relativement facile. J'ai relativement bien trouvé la veine caudale. Mika m'a aidé, m'a bien présenté la queue. On a pu faire des prises de sang, des prélèvements pour les biologistes marins. J'ai injecté mon produit.
Donc j'en ai mis quand même pas mal parce que c'est difficile d'estimer le poids de ces animaux que tu connais pas bien. Et l'animal est parti très calmement, de la même façon que je fais mes euthanasies pour les animaux domestiques. Et tout de suite, il s'est mis à rougir, donc ce qui était signe qu'effectivement il mourait et qu'il n'y avait pas de souci. L'animal abattu fut ramené à terre, lavé, autopsié. La marque blanche sur sa queue était due au sable du lagon de Poé. La mâchoire a été prélevée pour l'authentification. Mais sur ce requin-là, quand je l'ai autopsié, j'ai trouvé des parasites qui étaient dans la cavité buccale, donc on les avait prélevés, on aurait dit des petites sangsues, donc qui étaient dans la cavité buccale de cet animal-là. Après, en parasitologie, je connais pas les parasites des requins, je connais ceux des animaux domestiques, mais pas ceux des animaux sauvages. Mais du coup, oui, j'avais trouvé des parasites sur cet animal-là, et sur les autres autopsies que j'ai réalisées, j'ai trouvé aucun animal qui avait ça. Mais après, c'était des bulldogs, là, c'était un tigre, donc je sais pas. Mais cet animal-là, en tous les cas, était un juvénile et il avait des parasites dans la gueule. Avec l'accident de Poé, un pas a été franchi. Pour la première fois, l'État a autorisé la mise à mort d'un requin. L'enquête a conclu que les tigres avaient été attirés par des carcasses de cerfs jetées au large des côtes. En 2017, nous avons arrêté le rejet des carcasses de poissons près de nos côtes. Les requins bulldogs, habitués à se nourrir de nos restes, se sont retrouvés affamés. C'est à partir de ce moment-là que le nombre d'attaques a considérablement augmenté. En 2018, un enfant se baignant à l'heure du coucher du soleil dans le port Moselle est attaqué par un requin bulldog. Mon fils a été gravement touché par l'attaque du requin. C'était un enfant joyeux qui travaillait super bien à l'école. Ce n'est pas un endroit où il faut faire baigner les enfants. J'espère que ça servira de leçon pour tous les autres enfants, que ça pourra en sauver d'autres. En réaction à ce drame, la mairie de Nouméa autorise un abattage en masse de cette espèce. Philippe Jussiac, chargé de communication à la mairie de Nouméa, suit le dossier depuis 2018. Il y avait eu un certain nombre d'alertes, notamment sur Nouville à l'époque, où les services de police, voire même les pompiers, puisqu'il y avait eu un accident par ailleurs d'un pêcheur à Nouville, étaient alertés, mais on n'était pas organisé, je dirais, sur cette problématique. Là où ça a commencé à monter en puissance, c'est effectivement quand sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, on a commencé à voir apparaître de nombreuses images de nourrissage de requins sur Nouville. Des requins de grande taille, bulldogs, qui remontaient très très facilement près des quais. Là, la question s'est posée de façon beaucoup plus crue, et puis quelques mois après, on avait l'accident de Port-Plaisance. Là, c'était une action non provoquée, c'est simplement le bruit du plongeon dans l'eau et le fait que le bulldog, en l'occurrence c'est un requin bulldog, soit extrêmement opportuniste par rapport à ces questions de bruit et monté à attaquer. Donc là, on était vraiment dans quelque chose de pas connu, en fait, tout simplement, ici. Hein. Si ça existait, c'était sorti déjà des mémoires, quoi. L'association Sea Shepherd, active dans la protection des différentes espèces, a accepté de témoigner pour notre documentaire. Ses membres organisent des actions de sensibilisation avec la population et ont été très impliqués dans le symposium, une réunion regroupant tous les acteurs de Nouvelle-Calédonie travaillant en lien avec le secteur marin. Évidemment, un accident c'est toujours tragique, mais de là à abattre 20 requins tout à fait au hasard, c'est absolument pas justifiable. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est concerté avec d'autres associations présentes sur le territoire. On avait organisé plusieurs tables, plusieurs ateliers, donc selon les problématiques. Alors il y avait des ateliers sur le shark feeding, des ateliers sur la pêche, des ateliers sur les rejets organiques. Enfin vraiment plusieurs ateliers ont été réfléchis. Et du coup ces tables étaient entre guillemets des tables tournantes où plusieurs acteurs pouvaient justement participer à ces tables et donner leur avis. Comment est-ce qu'on unit nos forces de façon intelligente pour pouvoir répondre en fait aux différentes problématiques qui nous sont posées. De la problématique des rejets organiques, de la problématique des eaux usées, de la problématique de la surpêche potentiellement, de la problématique de quelle est la place du requin en Nouvelle-Calédonie, donc autant d'un point de vue européen que d'un point de vue mélanésien.
Et donc ce qui a été bien, c'est qu'on a pu faire comprendre à tout le monde, on a pu tous évaluer le fait que tu as des temps en fait dans la gestion du risque et la gestion des problématiques, qui est un temps très court, qui est la sécurisation. Un plan d'alerte requin a été mis en place, s'inspirant des travaux effectués en métropole et à La Réunion. Donc une personne qui fait le 18, qui va tomber sur le centre de traitement des appels et qui dit qu'il a un problème. Il est dans la bande littorale des 300 mètres d'un îlot de compétences cadastre ville de Nouméa ou de compétences Grande Terre ville de Nouméa. À partir de là, s'il n'y a pas de distribution des secours, le maire peut être mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Aujourd'hui, les signalements sont complètement coordonnés et à partir du moment où ils sont évalués comme étant peut-être problématiques, présentant un risque plus ou moins fort, il y a une action qui s'opère. Et pour opérer cette action, ça veut dire qu'il faut qu'on soit extrêmement coordonné entre les différentes institutions. Suite à l'appel, le maire déclenche la police municipale ou les sapeurs-pompiers. Il y a des zones plus à risque dues à la présence régulière de baigneurs, surtout autour de Nouméa, à la baie des Citrons, Lance-Vata ou Château-Royal. Dans ces lieux, si un requin de grande taille est aperçu et signalé par un citoyen, une mobilisation dans l'heure des services municipaux sur le plan d'eau en question est mise en place. Cela se pratique par la pose de fanions, barrières et d'une interdiction de baignade, le temps de vérifier si le danger est écarté. Donc plus vite on prévient les gens, attention, il y a potentiellement un danger, sortez le temps qu'on lève le doute, plus efficace on est en fait. Tout ça, c'est des plans qui ont été mis en place petit à petit. Mais après, tu as le temps des scientifiques qui permettent de proposer des gestions de plans dans la durée. Et eux, ce temps-là, c'est un temps qui est complètement différent, qui a besoin de données et d'analyser des données et qui a besoin de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, etc. Qui n'est pas là pour décider, mais pour pouvoir faire des propositions. Et après, c'est la puissance, l'instance publique qui, elle, va pouvoir choisir en fonction des différentes contraintes et des différentes problématiques. Et après, tu as les gestions à très long terme avec ce suivi des animaux pour comprendre comment ils bougent, où ils vont, quelle est la population qu'on a, est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle augmente pas, quels sont leurs trajets. Et ça, par contre, c'est de la donnée qu'on accumule sur de la durée et qui est, voilà. Donc, tu as des temps qui sont très longs et c'est vrai que c'est difficile, à partir du moment où tu as eu une peur et que tu es dans l'émotionnel, d'arriver à faire à comprendre aux gens qu'il faut un temps de raison qui va leur apporter une sécurité à long terme. Les gens ont besoin d'être sécurisés à court terme. La province Sud lance un programme de recherche pour évaluer l'abondance des requins dans le lagon fin 2018. Très attendue, cette étude d'une durée de 4 ans doit permettre de suivre leurs déplacements, notamment près du littoral. Il s'agit de capturer à la ligne des requins tigres et bulldogs, de les équiper d'une marque d'identification et d'un émetteur acoustique. Les résultats de ce programme de recherche participeront à la compréhension des risques liés au squale et constitueront une aide précieuse pour la prise de décision relative à la sensibilisation. Lutter contre le danger des requins n'est pas immédiat. Cela prend plusieurs années pour en ressentir les effets. Depuis 2018, les actions de balisage sont organisées sous les directives de la province Sud. Les autres acteurs, comme les associations et l'IRD, ne sont plus que consultants. Cette étude a pour but de réduire le risque requin sur nos côtes, en coordonnant différents services municipaux. Sapeurs-pompiers, sécurité civile, mairie, province. En 2013, les requins furent protégés en province Sud. En 2017, le rejet de déchets organiques a été interdit. En 2021, suite au symposium, les requins tigres et bulldogs ont été retirés des espèces protégées. Pour observer le mouvement des requins, on utilise des balises et des détecteurs que l'on relève tous les 6 mois. Pour poser une balise sur un requin, il faut le pêcher. T'as l'ordi, Manu? Ouais. On prend à boucher. C'est ça? C'est un mec qui a essayé là. Ça m'a rappelé. Alors, par contre, alors attendez, là il faut que j'allume un ordi et donc je peux pas avoir un ordi sous l'eau. Donc il faut me... Le mieux c'est que tu l'allumes là-bas dessous, Manu. Connecting. L'hydrophone, ça c'est simplement l'oreille.
L'intérieur, c'est juste de l'électronique avec une pile. Là, tu as une petite lumière qui nous dit qu'il est en train d'enregistrer. Et voilà, quand on met la clé Bluetooth, elle va se mettre en continu, ça veut dire qu'il est en position Bluetooth, tout simplement. Et si je l'enlève, au bout d'un certain temps, il va plus être en Bluetooth. Et ça, offload all data, ouais. C'est ça, c'est ce que j'ai fait. Procide. Voilà. Zéro détection. Il y a du ping, il n'y a pas de détection. Ouais, pas de détection. Ferme la 3. Embouchement. Est-ce que tu as écrit une base de données ou pas? Non. Ok. 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes. C'est en moyenne, ça veut dire qu'il le fait aléatoirement. Donc si tu as deux requins en même temps, ils émettront pas en même temps justement parce qu'il y en a un qui va, je sais pas, le faire à 11 minutes et 10 secondes et l'autre 11 minutes et 25 secondes. Forcément un moment de décalage. Voilà. C'est pour ça que tu ne peux pas mettre non plus 50 requins marqués près d'une hydrophone. Tu peux avoir des fausses détections. Donc en fait on retient une détection, on dit si on voit un animal là, une fois, et c'est tout, on dit c'est à tous les coups c'est une fausse. Ouais. Maintenant si tu as un hydrophone ici, un hydrophone là-bas, et un autre là-bas, et qui passe une fois, et puis une fois, et puis une fois, j'ai eu ça avec des requins gris qui ont remonté toute la côte ouest. De Nouméa jusque dans le nord. Hein. On les voyait passer sur toutes les passes. Bon là tu dis c'est bon, je garde. Cette levée de protection permet de faciliter les autorisations de pêche et ne condamne pas les pêcheurs professionnels en cas de prise. Le particulier, limité à 40 kg de poisson, ne peut pêcher de requins aussi gros sans risquer une amende. La pêche au requin n'est pas forcément compliquée. On y déploie une palangre avec des bouées et on amorce avec de la bonite. Dans le cadre des pêches scientifiques, les lieux divergent et les résultats peuvent être aléatoires. Le requin immobilisé ne peut pas respirer. Alors toutes les heures, on remonte les lignes pour vérifier les appâts, pour éviter de noyer un requin qui aurait mordu à l'hameçon. Des marques de dents permettent une estimation de la taille de l'animal. En mars, aucun gros requin bulldog n'a été pêché. Seules des traces de dents de petits requins ont été retrouvées sur les amorces. Non, je peux pas ralentir doucement. T'as pas mis d'huile sur ton vire-ligne? J'ai pas eu je l'avais pas vu. Ouais, mais t'as pas les couleurs. Et l'objectif, c'est d'aller jusqu'à la pointe Beauvise de l'autre côté de la Béma. Alors t'as un truc comme ça, après à pic. Et puis là-bas, chez les 40. Hop. C'est bon, tu t'en maries. Et après, tu as les gestions à très long terme avec ce suivi des animaux pour comprendre comment ils bougent, où ils vont, quelle est la population qu'on a, est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle augmente pas, quels sont leurs trajets. Et ça, par contre, c'est de la donnée qu'on accumule sur de la durée. Est-ce que nous voulons une étude dont les résultats soient fiables et reconnus ou une réflexion rapide que n'importe qui pourrait contredire en 5 minutes? En analysant les mouvements sur plusieurs années, nous nous rendons compte que les requins ne sont pas forcément sédentaires. Le 8805 est passé là. C'est lequel celui-là? C'est un zébris? C'est un... Non, c'est un bulldog. Alors... En fait, c'est la première fois qu'on le pose dans la baie de Dambéa. Alors, après, on est dans une baie... profonde, c'est-à-dire bien à l'intérieur des terres. On n'est pas très loin du port,
Un poisson comme ça peut faire 40, 50, 60 km par jour. Donc il ne met pas longtemps s'il y a quelque chose qui l'intéresse. Et de toute façon, ce sont des animaux qui patrouillent, en particulier la nuit, pour se nourrir. Il est évident qu'il y a des requins qui passent à cet endroit-là. L'inquiétude, c'est quand on pose la palanque, c'est qu'on fait de la pêche. Et donc, plus la densité est faible, moins on a de chance d'interagir entre l'appât et l'animal. Et puis quelquefois, le requin peut être là, les requins peuvent être là, mais ils ne sont pas en phase d'alimentation. Alors, clac, c'est tout. Le comportement des requins et leur présence sur le site varie énormément selon les individus. On en a qui, au niveau du port, on en a un, il est là pendant 9 mois, disparu 3 mois, là pendant 9 mois, disparu 3 mois. Ça fait la 3e fois qu'il nous fait ça. Et donc ça, ce sont des mouvements qui sont certainement dus à la reproduction. Donc des animaux qui partent très très loin se reproduire ou qui partent pas très très loin et qui reviennent immanquablement à un endroit où ils savent qu'ils ont normalement de la nourriture, en l'occurrence le porc. Bonjour. Bonjour toutes les bouées. En fait, il y a une opération de marquage de requins et donc toute la zone est interdite à la navigation. Un marquage de requins? Ouais. La zone interdite à la navigation, c'est pas de... le bouée. Là, vous habitez le coin, vous êtes... Là-bas. Ouais, enfin... C'est tout un coin. Ok. Bon, voilà, en tout cas, vous êtes informé que... Ok, d'accord. Il y a une interdiction de navigation nautique autour de l'île aux Chèvres. Un nautique autour de Chèvres, ouais. Ça marche? Allez, bonne journée. Dans combien de temps? Juste la journée. Aujourd'hui? Ouais. Jusqu'à 15h. Merci. Donc, la dernière fois, par exemple, on a fait du marquage non pas à mètre, mais à crouy, donc juste à côté. Et on a ciblé du tigre et on en a fini par en attraper 2. Ça a été un peu compliqué. Donc on sait que crouy, c'est suffisamment près pour que dans un quart d'heure, même pas en 10 minutes, il passe de crouy à l'îlomètre sans aucun souci. Mais effectivement, la difficulté, c'est surtout l'attraction avec les appâts. Et par exemple, quand on fait une pêche, on interdit les usages, on fait émettre un arrêté interdisant la navigation, les usages par les affaires maritimes et par la mairie, tout ce qui est baignade dans la zone des 300 mètres. Quoi. Il n'a pas tout engamé, il n'a pas tout bouffé. Une bonne dent, une bonne queue. Ouais, il y a bien la trace de... Pas des gros requins, ça c'est avalé, recraché. Alors là, on a arrêté, hein, mais à un moment, les opérations étaient pour diminuer la densité en requins dans des zones d'usage, et donc on pêchait près des zones d'usage. Par contre, quand on a fait sur les bulldogs, on a voulu faire pareil avec Mika. Là, ça a été extrêmement compliqué. J'ai injecté des gros volumes, et là, l'animal, c'était long. C'était long. On voyait que petit à petit, il partait, mais c'était très très long avec un grand volume. Et on a pensé que le fait de l'avoir mis en catalepsie, en fait, vu que ça ralentit les fonctions, avait vraisemblablement ralenti la circulation du produit. On veut diminuer la densité, mais on les attire, et donc l'attraction, elle n'est pas instantanée et elle n'est pas à durer, elle va durer un certain temps. Donc voilà, tous ces équilibres-là sont importants à trouver. En fait, on fait une section de l'artère caudale et on provoque une hémorragie rapide, massive, pour vraiment tuer l'animal. Et vu qu'il est en catalepsie, normalement, il est déjà vaseux et en fait, il va s'endormir avec une hémorragie. Le problème, ça va être de l'évaluation de celle qui est la moins douloureuse, la plus rapide, la plus éthique. Et c'est là où c'est difficile parfois d'évaluer. Quand tu pêches un poisson, tu ne te poses pas trop la question. Là, sur ces grands animaux-là, bah, mine de rien, on se pose la question. La digestion des requins, c'est un mystère. On sait qu'un requin adulte, il mange à peu près 2% de son poids quotidiennement, pas forcément une fois, et un peu en moyenne, voilà, sur une année. Vous voulez tenir l'avant et je vais tirer sur l'arrière?
Le requin est un animal sensible, stressant facilement. Lors des pêches, il a été fréquemment observé cette aversion de l'estomac. Ce requin-ci s'est pris l'hameçon dans la nageoire. Pour le libérer, il a fallu en passer un second dans sa mâchoire. Ouais, peut-être fin 2016, c'est là où on a commencé à vouloir lancer une étude. Il y a eu une demande pour comprendre un petit peu mieux l'écologie des requins. Et donc on s'est rapproché de l'IRD, de Laurent Vigliola, pour mettre en place un projet de recherche qui complétait ce qu'il faisait déjà par ailleurs, parce que lui étudiait les requins dans les îles éloignées, entre Casto et Assurpris. Donc il avait un travail sur les requins gris, donc utilisait la méthode des hydrophones et du marquage de requins pour voir leur déplacement. Et évidemment, en tant que chercheur, travaille en réseau avec d'autres chercheurs australiens et néo-zélandais, et surtout australiens, parce que les gros requins marqués d'un côté de la mer de Corail peuvent très bien traverser et donc entrer dans les réseaux que nous on déploie. Ça reste de la pêche et il n'y a pas moyen, si on ne veut pas trop déranger en fin de compte tout ce qui se passe autour et avoir une action directement dérangeante via l'écosystème, ça reste des actions de pêche comme on met en œuvre aujourd'hui qui sont certes pour certains dérisoires, c'est beaucoup dans l'océan, mais c'est justement aussi le but d'avoir une interaction très faible pour pouvoir voir ce qui se passe en temps réel et comme si on n'était pas là. Mika est pêcheur de requins. C'est son père qui lui a transmis les connaissances. Il utilise des hameçons à thon. Cette technique permet de pêcher le requin sans abîmer la mâchoire. Avant, il les pêchait pour leurs dents, maintenant pour les baliser. Parmi les requins tigres, je me rappelle de un qui est resté très très longtemps sur le récif d'Antigonia. Et puis après, il est parti vers Fidji. Là, je n'ai pas regardé depuis certains temps. Donc, toutes ces informations donnent une information qui est plutôt individuelle, puisque chaque requin va avoir son propre comportement. On a un schéma de déplacement autour de la presqu'île de Nouméa qui commence à être cohérent. Il n'est pas sur tous les requins, mais en tout cas, il est cohérent. Sur les bulldogs que l'on a marqués au port autonome, ce sont des requins qui restent autour du port autonome et des bateaux de Navimont. Ils arrivent par la partie Nouville entre 2 et 3 heures du matin et ils restent jusqu'à 10-11 heures. Ensuite, ils vont, semble-t-il, se reposer petite rade. Il doit y avoir un courant qui leur permet en pleine journée de se reposer sans avoir à faire beaucoup de mouvements. Ces requins-là ont besoin de se mouvoir pour respirer, donc ils ne peuvent jamais être posés au fond. Et ensuite, le bulldog sort de la petite rade dans la nuit, reste assez près des côtes et patrouille autour de la presqu'île. Et là, il est en phase de nutrition, donc on est capable de le suivre, de suivre certains individus où on le voit, les hydrophones sont alignés et on voit bien qu'il passe à l'hydrophone 1, puis 2, puis 3, puis 4, et on voit le temps qu'il a mis pour passer de l'un à l'autre. Et puis en fin de nuit, ou en milieu de nuit, il refait le tour de Nouville et il rentre dans le port autonome par la grande rade. Et on suppose c'est parce qu'il y a beaucoup de requins bulldog. Un requin tigre est plutôt solitaire, même s'il peut y en avoir plusieurs dans une zone, c'est pas un individu qui s'attroupe. Et donc quand il y a beaucoup de requins bulldog, il ne doit pas être en confiance. Et donc les requins tigres que l'on a marqués autour de Nouméa, on n'en a jamais entendu au port autonome. Poisson, coup de gueule, on va regarder ce que c'est. Poisson. Ouais. Ah, c'est pas gros, voilà, ça charge. Un petit pointe noire. Laisse tenir ça. Donc le bulldog reste, mais ça, on le savait par la littérature, hein, très côtier. Le tigre, un peu moins. Et puis on en a marqué un particulier, c'est un requin citron, qui lui bouge tout le temps. Lui, on le voit tourner autour de Nouméa. Alors il a un peu le même habitat que le bulldog, même s'il peut aller sur les îlots, mais lui, il bouge beaucoup plus rapidement. Et il n'est pas inféodé à un endroit. Il est capable de rester 2-3 jours sur une baie et puis bouger.
c'est un comportement qui est vraiment différent. C'est quoi? C'est un gris, mais t'as vu le coup de gueule qu'il a au cul? C'est pas juste de la pêche, mais c'est tout ce qui va autour et on commence à comprendre un petit peu plus. Et on peut aussi se rendre compte de certaines interactions qui sont pas négligeables. La prise en charge de l'animal qu'il va falloir anticiper et gérer différemment en fonction des espèces, de la taille des animaux, du lieu où on se trouve. Et tout ça, en fait, va dépendre directement de la finalité. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'on veut le garder vivant pour avoir de la donnée sur les prochaines années, pour avoir de l'information et puis rentrer dans un cercle, on va dire, vertueux en quelque sorte? Ou est-ce qu'on veut le mettre dans la glacière et le vendre? On va pas le manipuler de la même manière. Et effectivement, bon, le temps d'adaptation, pour moi, il a été assez rapide parce que je trouvais ça intéressant du fait de chercher à comprendre comment se produisaient les choses et de donner un sens. Donner un sens à la démarche instaurée il y a maintenant quelques années. Donc, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Vraiment, sincèrement. La différence, elle est surtout dans la finalité. Mais après, dans l'action, c'est un poisson. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que vraiment, il y a un respect. Quelle que soit la manipulation, on va le faire, mais il y a un objectif clair, défini. Et c'est pas du massacre bête et méchant dans certains cas, comme certains peuvent le dire ou pas aux caisses. Et à contrario, c'est pas juste on les leur fait 2 caresses et on les relâche. Il y a vraiment un sens, c'est quelque chose qui, à mon avis, a toute sa valeur aujourd'hui dans la société où on parle développement durable, environnement, toutes ces choses-là. Vas-y, tu nous le refais là? Ah, super. Ah, il s'est entouré. Après ça, il commande depuis nous. Allez, chantez. Là, faut pas tomber. Ah, c'est pièces. Ouais, tes pièces et puis c'est collé. Nous vivons ensemble depuis des millénaires. Mais voilà à peine une 50aine d'années que nous sommes entrés en observation réelle avec eux. Grâce au matériel de plongée, aux caméras sous-marines, nous commençons à interagir avec le milieu marin. Comme nos ancêtres découvrant la Terre, nous approchons les mammifères marins inoffensifs et nous nous retrouvons confrontés aux prédateurs des mers. À ce jour, nous n'avons jamais observé une surpopulation de requins mettant un lagon en difficulté. Le harnais, les gars. Leur menu favori, la tortue, permet de lutter contre l'érosion des côtes. En dévorant ce joli herbivore, le requin permet au fond algueux de proliférer, retenant le sable. Souvent, ça prend 2-3 essais. Ah, la fenêtre. Ça va bien. Tous les tigres qui atteignent 400 mètres, c'est des femelles. Et ça devient très gros. Le bulldog, par contre, aussi, je crois que c'est deviennent matures à 2,80 m, 3 mètres, suivant les mâles ou les femelles. Ils arrivent à faire des portées de 5 à 7 petits par an. Alors, le requin-tigre, c'est le seul cacarimidé qui est ovovivipare. C'est-à-dire qu'il pond des œufs qui éclosent dans le ventre de la femelle. Et les petits naissent libres, quoi. Il n'y a pas de cordon ombilical. Et c'est un animal qui est très prolifique, puisque la gestation dure à peu près entre 12 mois, en gros. Et ils peuvent faire des petits allant de 32 à 82 petits par portée, suivant la taille des femelles. Et disons qu'ils doivent faire une portée tous les 2 ans à peu près. C'est plus vers l'avant. Plus il est tendu, plus il faut que je lève le requin. Et c'est pas possible. En fait, il faut vraiment que je fasse une poche. Un peu bien d'eau.
Comme ça, il faut vraiment que ça fasse le I. Voilà, à la limite j'appuie, Céline tu pousses. Ouais. Bah là c'est pas mal, non? Là c'est pas mal. Et voilà. Avec ces dents homodontes là, qui sont en forme d'encoche et vachement tranchantes, c'est un peu comme un sécateur. Ça peut couper des os et pas les casser comme les autres espèces de requins. Et souvent, si on voit dans des blessures un os qui est cisaillé comme un sécateur, c'est pratiquement certain que c'est un requin-tigre. C'est pas le bon côté. Ça y est, vas-y. Ah oui, comme tu la vois apparaître. Voilà, tranquille. Il y a un sacré paquet de cicatrices sur le dos, mais c'est pas vu. Attends, j'ai pas encore la queue. Hein. Il saigne encore. C'est bon, Manu? Ouais, tout à fait. C'est pas vieux, ça. Pas vieux, non. Le requin-tigre, par exemple, alors ils ont une membrane derrière les rétines qui s'appelle le tapetum lucidum, qui réfléchit la lumière, qui l'amplifie et tout. Donc c'est un requin qui est capable de voir la nuit. Mais ils ont une vision qui est très bonne le jour, la nuit, hors de l'eau et en contraste. Ça va? Ah oui, moi c'est bon. Il est passé au morceau. Non, ça c'est pas une cicatrice, ça c'est une entaille qu'ils ont et c'est une des mesures qu'on fait. Tu mets sur la partie dorsale de la courbure et tu vas jusqu'en haut de la partie supérieure de la queue. Allez. Vas-y, Fifi. C'est bon? Il est bon. Je peux lâcher là? Tu peux lâcher, tu peux lâcher. Je lâche. Lâche. Ah, vas-y, il a pris ses mesures. Il a démarré. Alors, chacun en retient une. 3,74, on est à 3 là. 3,74. C'est bon, je n'ai plus, ça. Il a 4 mètres. Il a plus que ça. Non, 2,74, c'est pas 3. Ah, bon. Ouais, parce que là, j'étais là, putain. Non, mais tout à l'heure on s'est trompé, vous avez mis un mètre de trop. Hein. Mais non. 3,02. Il est 3 fois plus long que l'autre. Mais non. Non. L'autre, il faisait moins de 3 mètres à la base. Oui, à la base, il faisait 3,48. C'est un vieux. Non. Non, mais je te dis. Là, droite. L'autre gauche. Ça déchire, ça va. Droite. Voilà, là c'est bien. Là, ça va déchirer. Là. T'as préparé le tac? Ouais, il est pris. Alors on est avec des gants parce que c'est la particularité du requin, c'est-à-dire que c'est un animal qui a vraiment un hydrodynamisme qui est d'une perfection hallucinante, c'est-à-dire que tant qu'il est dans le sens de l'eau, c'est vraiment, ça glisse, il n'y a pas de frottement sur sa peau, etc. Par contre, quand tu es en sens inverse, là, c'est de la toile émerie, c'est vraiment du papier de verre et tu t'abrases les mains très très facilement. Comme ça ou de l'autre côté? Voilà, plus accessible. Il avait plié déjà sur le temps. Ouais, là tu dois faire mal. Là c'est bon. C'est bien une femelle qui était bon. C'est à la jonction. Après, il faudra le lever. C'est ici là? Ouais, très bien. Tu as des particularités que moi j'ai découvertes justement en faisant ces autopsies et en travaillant sur ces animaux. C'est que les requins, c'est les poissons et donc ils sont faits un peu différemment de nous, les mammifères. Et notamment, tu as un foie qui est énorme, qui prend vraiment une place absolument phénoménale dans l'animal. Je dirais pas, mais l'impression que j'ai eue, c'est qu'en ouvrant, je n'avais qu'un foie. C'était vraiment énorme. Et donc du coup, quand tu fais ton incision, il y a un endroit où il faut faire l'incision pour justement éviter de ponctionner et d'aller risquer de taper le foie où tu pourrais créer une hémorragie. Donc il y a vraiment, en fait, on a une lame qui est courte mais très pointue
parce que tu as quand même une paroi musculaire qui est épaisse, donc il faut la traverser pour pouvoir rentrer le tag, mais il ne faut pas toucher le foie. Donc cette incision, elle ne se fait pas forcément sur la ligne blanche, elle est légèrement décalée. Tu as tes repères par rapport aux nageoires où tu le décales et tu le fais à peu près une main décalée pour être sûr de ne pas aller taper dans ton foie. Et tu fais ça. Et l'avantage, c'est qu'avec le système colle et juste ce coup qu'on met, c'est-à-dire qu'on peut faire une incision qui fait 2-3 cm de long, vraiment pas plus, pour pouvoir rentrer le tag. Et donc après, juste avec de la colle, ça suffit. Regarde, tu la vois, la cicatrice ? Les hameçons, on ne va pas aller l'enlever dans la gueule du requin, parce que, c'est dangereux. Et puis, c'est le principe d'un hameçon, c'est un peu compliqué à enlever avec les ardillons qui sont à contresens. Là où il y a la branche de l'hameçon, en fait, la peau va petit à petit s'agrandir, faire un petit trou un peu plus grand, et l'hameçon va pouvoir partir. Et après, ça va cicatriser naturellement. Ça pose aucun souci. Et sur des requins pareils qu'on a recapturés, tu n'as aucune trace de là où il y a eu l'hameçon, et ça pose pas de problème. Nous apprenons à nous connaître. Petit à petit, nous l'avons attiré près de nos côtes. Nous avons plongé, pêché sur son territoire. Le requin a appris à interagir avec nous, en prélevant nos poissons au bout de nos fusils et en nous confondant avec ses proies naturelles. En ce moment, nous tournons une page de notre histoire. Nous avons bouleversé un écosystème créé par nos ancêtres et apprenons à présent à rattraper les erreurs du passé. Les requins sont des animaux en danger, qui sont essentiels au fonctionnement des écosystèmes qu'ils habitent et qu'il faut continuer à protéger. Si vous mettez une pression de pêche intelligente, le fait d'euthanasier du requin ne servira strictement à rien. Reprenons notre place en toute humilité, en partant d'une postulat que nous ne connaissons rien. Et par contre, on ne peut pas se permettre de dire on va abattre telle ou telle espèce parce que ça nous permet d'avoir une espèce de pseudo-conscience, de faux sentiment de sécurité en se disant on va pouvoir se baigner, maintenant il n'y a plus aucun danger. Alors qu'on le sait pertinemment, c'est faux. Évidemment, il y aura toujours des requins. Et heureusement qu'il y aura toujours des requins en Nouvelle-Calédonie. Cela explique que nous, le requin est un ancêtre, le requin est un gardien, le requin est un protecteur et non un adversaire. J'ai eu ce défaut de me dire que l'homme était un animal comme les autres. C'est un mammifère, c'est un animal comme les autres. Non. L'homme a une responsabilité parce que c'est un animal supérieur. Et c'est à lui de trouver cette solution et dans ses capacités supérieures, de justement proposer un nouveau système de fonctionnement qui réponde à ses besoins sans empiéter sur les besoins des autres espèces qui vivent avec lui. Et je pense que ça, c'est vraiment la mission de l'homme. Et c'est à grand pouvoir, grande responsabilité.